dans votre émission, celle qui vous donne la parole pendant 2 heures de direct au 39 21. Un moment pour exprimer ses doutes, mais aussi ses peurs. Ah, la peur, elle nous freine dans bon nombre de nos actions. Il y a même quelque chose en nous qui a peur de ce que l'on veut, peur de ne pas nous sentir bien, peur de nous sentir trop bien, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être à la hauteur. Lorsqu'une aspiration un peu trop belle tente de franchir le seuil de notre conscience, elle arrive avec ses gros sabots et tente de nous persuader que ce n'est pas pour nous, qu'on n'en est pas digne, que ce n'est tout simplement pas possible, etc., etc. Vous connaissez la rengaine, elle peut être très convaincante, assez pour réussir occasionnellement à nous paralyser. Puis il y a pire aussi, c'est la peur de se réaliser qui nous fait croire que c'est pour demain, mais pas pour aujourd'hui. Le résultat est que oui, on est très enthousiaste, on est convaincu qu'on le mérite, on est même prêt, mais seulement si ce n'est pas maintenant. Le sentiment de confiance est bien réel, il n'est simplement pas enraciné dans le présent, ce qui revient à dire qu'il n'existe pas vraiment en fait. Et du coup, on rêve, cela nous soulage, on n'a pas peur, c'est déjà ça, mais on ne bouge pas pour autant. Notre objectif reste sagement à l'état de rêve. Alors si maintenant vous faites le test de ramener ce rêve dans le présent, vous allez découvrir que vous êtes pris d'un vertige. Ça nous semble impossible, dangereux, inquiétant. On croit que l'on n'est pas assez ceci, pas assez cela. Il manque toujours quelques ingrédients. En fin de compte, toutes les peurs qui somnolaient confortablement dans les coulisses de notre rêve sortent de l'ombre dans un mouvement général de panique et nous assaillent à coups de doute et de jugement. Alors je voulais juste vous rappeler que ces jugements ne sont justement que des jugements, non pas la réalité. Il y a probablement des choses qui devront être mises en place pendant une certaine période de temps pour que votre vision puisse se concrétiser. Mais la partie de vous qui juge que vous n'êtes jamais tout à fait prêt et que ce n'est jamais tout à fait le bon moment sera toujours du même avis, quoi qu'elle prétende. Sa mission, elle n'est pas de vous aider à évoluer ou de vous préparer à accueillir ce que vous voulez, mais de vous arrêter. Rien ne changera lorsque vous serez enfin à la hauteur, car le problème n'a jamais été votre grandeur, mais l'image que vous en avez. Allez, on l'abandonne cette image, on abandonne cette peur et on réalise ce soir que vous êtes à l'endroit parfait pour vous ouvrir à tout ce qui vous fait tant vibrer. Quoi que vous en pensiez, vous êtes déjà profondément digne de tout ce que vous pourriez désirer. Le seul vrai problème, s'il y en a un, c'est juste que vous l'avez oublié. Allez, on en parle de votre réalité ce soir. Quentin est là, fidèle au standard du vendredi soir pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires, ne l'oubliez pas, est-ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, et puis bien sûr dialoguez avec nous par mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai appelé, vous parliez de la peur là. Oui. Et en fait, moi, mon thérapeute, il a récemment mis des mots Oui. sur ce qui se passait pour moi. Voilà. Je vais peut-être pas parler très longtemps ce soir parce que justement, j'ai un thérapeute. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoignages. Oui. Voilà. Alors, moi, il appelle ça la phobie de l'attachement. Oui. Et alors, en fait, quand j'ai eu mon premier ami, ça fait déjà longtemps, j'avais 28 ans. J'étais bien, j'étais amoureuse, ça faisait longtemps que je cherchais. Et puis, au bout d'1 an, j'ai eu une première crise d'angoisse. Et puis, au bout de 2 ans, c'est devenu impossible alors qu'on s'entendait bien, quoi. Et ça s'est manifesté vraiment comme une phobie physiquement. C'est-à-dire, et par ailleurs, j'étais quand même quelqu'un d'assez équilibré. Oui. Donc j'ai pas de phobie par ailleurs, quoi. Mais ça s'est manifesté par une sensation d'étouffement. Ah oui, vous avez somatisé. Ouais, vraiment, ouais. 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 Et puis voilà, et puis c'est venu, c'est reparti, et en fait, ce qui me soulageait, c'est qu'il s'éloigne de moi, quoi. Oui. Et par contre, j'avais pas peur des relations physiques, j'étais bien avec lui. Voilà, et puis après, j'ai décidé de me séparer de lui en analysant aussi notre relation et d'autres choses qui allaient pas. Mais à la base, il y a eu ces crises d'angoisse que sur le moment, je comprenais pas du tout, parce que juste avant, j'étais bien avec lui. Oui.
Et puis après, il s'est passé des années pas mal de solitude parce que je pense que j'avais peur que ça me retombe sur la gueule. C'est-à-dire que je pouvais pas me sentir en sécurité avec quelqu'un et quelque part, il fallait vraiment que je sois très très sûre de moi pour oser m'engager avec quelqu'un. Je suis quelqu'un qui n'est pas très sûr de ses sentiments, quoi. Oui. Avant d'avoir cette crise d'angoisse, j'avais déjà des doutes sur mes sentiments amoureux. Ça allait, ça venait. Voilà, c'était difficile d'être en confiance, quoi. Oui. Voilà. Et puis j'ai eu du coup des petites histoires où je me suis jamais installée avec quelqu'un. Mais par exemple, il y a quelques années, je suis tombée amoureuse et puis j'ai eu tout de suite peur. Pas des crises d'angoisse comme ça, mais peur. Au point de ne pas bien dormir et puis d'être très vite déprimée. J'ai pas peur de l'homme, hein. J'avais peur de quoi que mes sentiments amoureux disparaissent. Enfin, il y avait quelque chose d'angoissant. Oui. Et puis en fait, au bout de 15 jours, il a été récupérer des affaires chez son ex, qu'il avait quitté depuis pas longtemps. Et il est revenu en me disant, écoute, je me rends compte que je suis encore amoureux d'elle et je suis pas amoureux de toi. Et là, immédiatement, moi, je me suis attachée à lui sans problème. C'est-à-dire que j'étais tout de suite soulagée de ma peur. Tout de suite. Et du coup, avec mes sentiments qui revenaient tranquilles et voilà, avec la sérénité dans mes sentiments, mais juste au moment où c'était plus possible, puisque lui ne m'aimait pas, quoi. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, Nadine, quelqu'un qui s'attache à vous ? C'est une peur d'être envahie. D'être envahie. De plus avoir accès à vous. L'autre a accès à vous, mais vous n'avez plus accès à vous-même. C'est ça que ça provoque il y a quelque chez chose vous. Comme ça, de ne pas être moi-même, ouais. De vous perdre, en fait. Vous perdez dans l'autre. Oui, c'est ça. Et puis tout récemment, cet été, j'ai eu une petite aventure très courte et très légère avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Oui. Et c'était juste physique, c'était juste très léger. Et puis j'ai senti une inquiétude monter quand j'ai senti que moi, je pourrais peut-être m'attacher à lui et lui à moi. On est sorti juste de quelque chose qui était juste physique et léger et très agréable. Et j'ai d'abord senti l'inquiétude et puis cette boule d'angoisse et cette somatisation que j'avais pas éprouvée depuis des années, que j'avais jamais réussi à expliquer, qui est revenue. Et là, comme je suis accompagnée maintenant, mon psy a mis dessus ces mots-là, la peur de l'attachement. Et en fait, j'ai cherché sur Internet des témoignages et je suis tombée que sur des témoignages qui disaient que les phobiques de l'engagement ce sont des hommes et que ce sont des gens à fuir. Voilà. Alors moi c'est pas la même chose, hein. Attachement ou engagement ? Vous m'avez dit attachement. Oui. C'est pas tout à fait la même chose, Nadine. Ça se rejoint et en tout cas, j'ai trouvé que ce type de témoignage qui disait attention, c'est des personnes à fuir. Et vous vous sentez du coup maintenant une personne à fuir ? C'est terrible. En tout cas, je préfère mettre carte sur table quand je rencontre quelqu'un parce que... Attention Nadine, vous allez vous identifier à ça et ça va vous enfermer parce que c'est comme si vous tamponniez un passeport là. Vous dites, je vais mettre carte sur table, c'est visa pour la phobie là que vous êtes en train de faire. Ça vous enferme. Oui, ce que je me dis, c'est que j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va pas s'enfuir en courant dès que j'ai une petite inquiétude, parce que ça le fera pas, quoi. Donc, je préfère J'entends bien. Quelqu'un qui est capable de passer ce cap un petit peu et de me suivre. Oui, ça part d'une bonne intention. Bien sûr, voilà. Non, mais je comprends votre démarche. Ça part d'une bonne intention, disant bon, allez, on joue carte sur table. Je te dis tout de suite qui je suis, comme ça tu connaîtras le mode d'emploi. Mais ça vous permet pas à vous de travailler ça, parce que ça veut dire que vous continuez toujours le même processus, c'est que vous donnez à l'autre les clés de votre voiture, quoi. C'est conduit, mais moi je conduis pas.
Si vous dites, voilà, je suis comme ça, est-ce que tu vas m'accepter comme ça? Mais ça vous permet pas, vous, d'en faire quelque chose et d'avancer, de vous en détacher ou de quitter un peu ce qui vous, finalement, fait souffrir. Or en le tamponnant, le validant, vous restez quand même un peu dedans. Et puis alors, vous savez bien, c'est Internet, quand on regarde la moindre petite maladie, c'est tout de suite un drame. Donc ça tout le monde le sait, ça. Faut faire attention. En même temps, ça m'a soulagée de... Oui, ça met des mots. Vous l'avez dit d'ailleurs, oui. Voilà, puis en même temps, je me dis que si ça existe, si ça a un nom, c'est que peut-être... C'est que d'autres l'ont. Oui. Chose. Mais voilà, mais je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Oui, je suis pas toute seule. J'ai pas trouvé de témoignage. Et puis l'autre chose, c'est que du coup, j'ai aussi pris conscience que, sans m'en apercevoir, j'ai plutôt cherché ou attiré, je sais pas, des personnes impossibles ou enfin des hommes impossibles. Mais c'est normal. Pas disponibles. C'est normal, ça va avec Nadine. Je me suis beaucoup attachée. À quelqu'un qui avait une compagne, par exemple. Mais c'est très logique. Présent pour moi, voilà. C'est très logique avec ce que vous racontez. Je sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vrai qu'à partir, à partir du moment où pour vous, il y a une angoisse dans le fait d'être dépendant ou en fusion, ou il y a une espèce de crainte dans la relation. Si vous mettez des barrières dans la relation, vous avez le sentiment de vous protéger. Donc ça paraît très logique. Maintenant, vous fabriquez, vous voyez, au fil du temps. C'est pour ça que je suis toujours un peu ennuyée comme ça avec cette espèce de tampon ou de visa, parce que vous fabriquez une identité et c'est plus difficile d'évoluer ou d'en sortir ou d'en faire quelque chose parce que ça nous tient chaud, parce qu'on se dit ça y est, ça a enfin un nom, un contour, je sais ce que j'ai. Et puis on s'habitue, on se dit j'ai tel souci, puis ce souci envahit tout. Au lieu finalement, parce que Nadine, rien n'est jamais jeté. Ce qui est intéressant là dans votre histoire, c'est que vous vous rendez compte que vous répétez quelque chose, un peu inlassablement, et peut-être ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est de regarder, justement, c'est formidable que vous soyez en thérapie, de travailler avec votre psy, de travailler cette peur, justement. Je faisais ma petite introduction sur les peurs, d'essayer de regarder les contours. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous imaginiez, en travaillant avec lui, sur et si demain j'étais très amoureuse d'un homme qui soit lui aussi très amoureux de moi et qu'on fasse un projet, à quoi ressemblerait ce projet? Qu'est-ce qui se passerait pour moi? Et de laisser monter la peur dans le présent grâce, si vous voulez, au fait de convoquer cette image et de travailler à partir de ce que ça provoque chez vous. Mais quand je vous le dis là, par exemple, vous vous dites quoi, vous? Là, je sais pas, je vous écoute. Juste, Par exemple, si quand vous imaginez au début d'une histoire, si vous commencez, est-ce que les angoisses montent parce qu'elles sont liées au fait que vous vous projetez dans quelque chose d'un peu sérieux ou d'un peu, écrit, et du coup, vous dites, c'est un piège. Ouais, je sais pas, il y a la projection et puis en fait il y a deux choses, il y a deux sortes de peurs. Il y a celle qui vient doucement parce que par exemple je me dis est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que je vais vraiment être heureuse, mais dans le cas des crises que j'appelle de phobie post-traumatisme, ça vient sans prévenir, c'est qu'après que je peux analyser. Il n'y a même pas de mots, il y a rien du tout, quoi. Ouais. Et il y a un élément déclencheur, vous avez repéré quelque chose? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe toujours de la même façon, vous voyez? Ça m'est arrivé 2 fois, la vraie. Oui. 2 fois. 2 fois dès que vous vous sentez, vous, amoureuse, plus que lui, amoureux. Non, c'est quand ça vient de vous. Je me suis déjà sentie amoureuse, mais non, il faut les deux. Il faut les deux. Ouais, il faut les deux. Et est-ce que ça parle? Je suis amoureuse et Et Nadine, quelle image vous aviez enfant du couple de vos parents, de l'amour? Qu'est-ce que vous avez fabriqué enfant autour de ça? Quelle représentation vous aviez, même jeune adolescente? C'est des bonnes questions, mais j'ai pas envie de faire mon analyse avec vous. Non, bien sûr, je comprends. Parce que j'ai un thérapeute en plus. Bien sûr. Ce qui m'intéressait, c'est voir s'il n'y a pas des témoignages de personnes qui le vivent, ça, parce que j'ai pas trouvé. Mais c'est normal, Nadine, que vous ayez pas trouvé, parce qu'on a, et heureusement, on a des histoires très singulières, et c'est à ça que sert le travail en thérapie. C'est déceler pourquoi Nadine
à cette histoire précise qui lui arrive et qui a ces contours-là qui sont précis et qui n'existent que pour Nadine. Alors il y a toujours, vous avez raison, des similitudes, des témoignages qui nous aident et c'est la vertu de cette émission également. Il y a des choses, voilà, comme des auditeurs là, Feuille d'érable ou Stéphanie qui disent, voilà, mon introduction sur la peur, ça résonne. Il y a des choses qui résonnent, qui font écho. Et je remercie, voilà, les auditeurs pour ce retour. Et c'est tout, bien sûr, c'est tout l'intérêt. Mais il reste quand même, Nadine, que vous, et chacun d'ailleurs, a une histoire éminemment singulière. Et c'est là où on peut le mieux, sans doute, la travailler. Parce que là, vous êtes en train de me dire, je cherche des témoignages pour me rassurer que ce que j'ai découvert, et les mots, et je reprends mon image de visa, il fonctionne bien, il est bien là. Donc vous allez l'ancrer, vous cherchez à l'ancrer pour vous rassurer. C'est pas forcément ça, parce que, par exemple, j'ai eu des témoignages de personnes de la génération d'avant, oui, ancienne, quoi, oui, qui étaient du temps où on se marie, oui, ça, qui m'ont dit qu'on avait peur de s'engager, quoi. Donc c'est de la peur de gens normaux, ordinaires. Mais on a toujours peur de s'engager, Nadine. Bien sûr. C'était de cette époque où on se marie pour la vie, et voilà, qui m'ont témoigné de leur peur. Du coup, ça, bon, voilà, donc c'est pas forcément la même histoire mais que la mienne. Bien sûr. Mais vous faites juste une légère confusion, si je puis me permettre, entre la peur de s'engager. Parce que vous, il n'est pas une question de vous engager. Vous êtes dans une relation et au moment où la relation prend de l'ampleur, vous faites des crises de panique où vous somatisez. C'est pas la peur d'une projection de s'engager sur un mariage ou une date de mariage que je pense, et les gens mariés nous écoutent. Tout le monde a vécu cette peur avant le mariage parce que voilà, c'est un moment très solennel et très engageant et puis qui nous engage devant la loi des hommes ou la loi de Dieu. Donc effectivement, il y a toujours cette angoisse de et si et j'espère voilà que on a fait le bon choix, etc. Mais vous racontez une autre histoire. Vous racontez que quand vous êtes au creux de la relation, vous sentez monter une angoisse ou une phobie, inextinguible, et que ça vous prend comme ça. Ce qui n'est pas lié à un projet d'engagement, c'est lié à ce qui est vécu dans l'ici et maintenant. Ça parle d'autre chose. Disons que c'est lié à une relation qui devient engageante. C'est lié à une relation qui commence à prendre un contour où on vient vous chercher dans cette relation et vous allez chercher quelqu'un d'autre. Et là, à un moment donné, ça coince parce que tout d'un coup, vous vous dites, et je comprends que vous vouliez pas me parler ni de vos parents ni de votre enfance, mais en tout cas, il y a comme un drame qui se noue à ce moment-là, qui est pour vous fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une impasse parce que dans cette impasse, il y a un danger. Pour vous, aujourd'hui. Mais si vous gardez l'impasse avec le danger sera toujours là, l'impasse sera toujours là. Et si vous refermez l'impasse en disant, ben oui, voilà, je plante ma tente dans l'impasse, et puis voilà, j'y suis bien, et je reste dans l'impasse, mais c'est sûr que là, elle va rester là. Mais il n'y a aucune impasse qui... c'est des impasses psychiques, et fort heureusement, l'humain est un être merveilleux qui peut débloquer, ouvrir des voies, et sinon on serait pas là ce soir. En tout cas, j'ai envie de le croire, moi. Après, ça dépend à vous de le travailler. C'est pour ça que je vous remercie de nous appeler, et je vous assure bien sûr que s'il y a des auditeurs qui appellent pour entrer en contact avec vous, Quentin vous rappellera. C'est le principe vertueux de cette émission. Mais moi, avant de vous quitter, Nadine, j'ai envie de vous dire attention à ne pas vous coller un visa, un passeport pour l'impasse, et de rester dedans parce que vous méritez sûrement beaucoup mieux pour vous, et que tout ça n'est qu'une indication. En fait, tout ça raconte quelque chose autour de vous, de votre histoire qui est juste à vous et qui vaut peut-être le coup d'aller enquêter un peu, de faire l'inspecteur Nadine sur qu'est-ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Et votre thérapeute vous y aidera. Hein? Bonne chance à vous, Nadine. Et merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Sophie. Je suis une grand-mère, et même arrière-grand-mère, qui a des soucis, qui se préoccupe de la santé de ma petite fille, qui se drogue. Oui. Elle ne le sait pas, je le sais. Hein. Oui. J'ai appris ça dernièrement, là. Et elle se drogue toute la journée. Elle a 3 enfants.
Vous l'avez appris comment? Eh ben, j'ai eu un repas de famille. Oui. Et c'est mon autre petite fille qui m'a dit ce qui se passait. Et elle se drogue, c'est des drogues dures? Qu'est-ce qu'elle prend? C'est du cannabis. Donc elle fume du cannabis, hein? Oui. Oui. Et vous dites à longueur de journée, enfin, comme des cigarettes? À longueur de journée. Et alors, elle mange pas, elle maigrit. Elle vit que là-dessus. Et c'est votre et donc la maman et votre fille ou le papa, enfin? Attendez, là, c'est ma petite fille. C'est ça, mais les parents de cette petite fille, c'est votre fils ou votre fille? Votre fille, oui. D'accord. Et vous en avez parlé avec la maman? Oui, mais elle est comme moi, on est coincés parce que on ne sait pas comment faire. Et vous osez pas lui en parler directement? Ah non, parce qu'elle se fâcherait et puis on reverrait plus nos petits-enfants. Hein. Elle se fâcherait, vous en êtes sûre? Ah oui. Dans quel contexte ou conditions vous la racontez? C'est sa sœur qui vous l'a raconté, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc sa sœur, vous la racontez à l'occasion d'un repas de famille? Oui. En vous disant quoi? Qu'elle s'inquiétait elle-même et qu'elle vous en parlait parce que ça l'inquiète? Non, parce que c'est moi qui est venue à parler oui. Comme ça. Je dis à ma petite fille, j'ai dit, j'espère que toi tu ne drogues pas. Elle m'a dit, non, mamie. Mais elle me dit, je dis, mais et pourquoi vous avez posé cette question? Vous aviez un doute? Pourquoi vous avez posé? Oui. Et je lui dis, ta sœur aînée. Elle me dit, alors elle, attention, c'est du matin au soir. Mais j'ai dit, comment qu'elle fait? D'abord, elle a des problèmes d'argent et tout. Et j'ai dit, mais comment qu'elle fait? Eh bien, le peu d'argent qu'elle a, ça passe là. Elle travaille Non, elle ne travaille pas. Donc, elle a un mari, des enfants? Non, ils se sont séparés. Mais lui, c'était pareil. Hein. D'accord. Et donc là, pourquoi vous avez posé cette question à votre petite fille? C'est que vous aviez un doute? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Comment cette question est venue? Oui. Oui, moi, je suis quand même une mamie. Hein. Oui. Et puis, je voulais savoir, comme toutes les mamies qui sont curieuses. Oui, bien sûr. Et parce que vous en aviez entendu parler autour de vous? Voilà, j'en avais entendu parler. Oui. Et je lui ai dit, ta sœur, elle maigrit pas mal. C'est là qu'elle m'a dit, bien sûr, elle se drogue du matin au soir. Et comment savoir, enfin, est-ce que la maman est un peu chez elle? Quelqu'un est un peu avec elle dans la journée? Vous avez déjà partagé des vacances ou des journées avec elle? Ah non, c'est une... elle s'est séparée de son compagnon. Oui. Et elle vit dans son appartement qu'elle vient d'avoir, là. Donc, ses enfants sont à l'école. Donc, elle a que la petite dernière qui a 18 mois. On fume pas devant... oui, voilà. Ouais. Elle s'occupe quand même de ses... Vous avez le sentiment qu'elle s'occupe de ses enfants, que ça va? Quand elle peut les mettre pour s'en débarrasser, elle le fait. Hein. Mais elle va pas bien, alors aussi, cette jeune femme? C'est-à-dire que... Moi, franchement, elle a toujours eu des problèmes. Oui. Et puis, sa maman, donc ma fille, a essayé de l'aider par tous les moyens. C'est-à-dire, quand vous dites tous les moyens, est-ce que vous pouvez me dire? Elle avait des problèmes d'argent. Ma fille lui a donné de l'argent. Elle prenait les enfants pendant les vacances. Vous voulez dire qu'elle l'a soulagée. Elle l'a soulagée, mais aider, quand vous dites aider par tous les moyens, est-ce que elle a une discussion avec elle pour essayer de mettre sur sa route des éléments de thérapeutiques, médecins ou autres, ou psy? Non, elle veut pas en entendre parler. Alors, quand vous dites elle veut pas, parce que vous lui en avez parlé, comment vous savez qu'elle veut pas? Par ma fille. D'accord. Alors, dans quelle mesure, Nicole, vous avez une assez bonne, enfin, vous parlez, elle et vous? Oui. D'accord. Le peu que je la vois, parce que... Le peu que vous la voyez. Vous habitez loin d'elle? 15 kilomètres. 15 kilomètres. Oui. D'accord. Est-ce que ce serait possible, Nicole, de dire, j'aimerais bien prendre, je sais pas, un jour un café avec toi, ou passer la voir les enfants, aller passer un moment avec elle un jour dans la journée, comme ça, pour aller bavarder avec elle. Est-ce que ça, c'est envisageable? Oui. Oui, d'accord. Oui.
Et à ce moment-là, quand vous êtes avec elle, est-ce que vous pourriez, vous voyez, parce que vous dites elle va se mettre en colère, mais lui parler de vous, lui dire, voilà, j'avais un peu envie qu'on parle de toi, je te vois de plus en plus amaigrie, je suis inquiète pour ta santé, j'avais un peu envie qu'on se parle, comment va ta vie, parle-moi un peu de toi, vous voyez, l'amener un peu à vous parler d'elle, en lui disant que vous êtes inquiète, sans lui parler de précisément de ça, et petit à petit vraiment de lui dire mais comment ça se fait que tu sois si menu ou si mince, si amaigri, et comment tu fais pour t'occuper de tes enfants, parle-moi un peu de ta vie, vous voyez, au moins de se parler de choses et d'autres, mais de lui montrer que vous vous inquiétez. C'est là où vous allez créer un lien de confiance, et peut-être que vous allez pouvoir aborder le sujet sans qu'elle se sente jugée. Oui, parce que c'est enfin moi je dis que c'est une gamine. Elle a eu des problèmes dans sa jeunesse avec ses parents, bien sûr, et elle s'est réfugiée donc à la maison, chez moi. Ah, mais alors vous avez un lien formidable avec elle, enfin un lien très fort. Ah oui. Elle a une grande confiance en vous. Les 3 petits-enfants que j'ai, ils sont tous, quand il y a un problème, ils viennent à la maison. Hein. Ah oui, vous êtes très importante pour eux, Nicole. Donc vous êtes la meilleure personne et la mieux placée pour aider votre petite fille, sans doute plus que la maman là. Oui, je pense, parce que moi j'arrive quand même à discuter. Oui. Ça me met en colère, hein. Disons que, et puis je connais son caractère, Mais ça lui ferait du bien, je suis sûre, à vous et à elle d'ailleurs. Même sans, vous voyez, je comprends que vous soyez préoccupé par l'usage, qu'elle fait du cannabis, mais et bien sûr pour vous c'est une préoccupation, mais au-delà, c'est qu'elle va pas non plus très très bien, et d'aller la voir, même peut-être d'en faire un rendez-vous un peu régulier, de prendre un café, un thé ensemble, de passer un petit moment, de discuter. Elle va peut-être trouver en vous une alliée, quelqu'un pour parler. Petit à petit, vous allez pouvoir l'amener soit à consulter un thérapeute, soit un peu à se prendre en main. Oui, mais alors il y a aussi un autre problème, c'est que elle se drogue, elle va chercher sa drogue et elle en ramène pour d'autres. Ah, et comment vous le savez, ça? Vous en savez des choses? Oui, mais alors il faudrait vérifier tout, parce que comment elle le sait, l'autre, la sœur? Parce que ils en ont parlé, parce qu'ils sont assez proches toutes les deux. Toutes les deux. Ah, oui. Donc elle a vendu la mèche, la sœur. D'accord, elle a vendu la mèche. Et vous pensez que pourquoi elle a vendu la mèche? Elle est inquiète? Ben oui, qu'est-ce qui fait qu'elle a vendu là, la quand mèche? je les ai vus, celle qui me l'a dit, elle m'a dit, oh mamie, elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle maigrit? J'ai dit, oui, je m'en suis rendu compte, je l'ai vue cette semaine. Oui. Je lui ai dit, c'est pas possible, elle mange pas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'a dit, non, elle se drogue toute la journée. Elle est toujours... alors je lui dis, mais qu'est-ce que ça lui rapporte? Alors elle m'a dit, ça lui rapporte qu'elle oublie tous ses soucis, puis que elle se sent bien. Voilà. Oui, alors vaudrait mieux aller parler à quelqu'un. Ça lui ferait du bien de parler avec vous, Nicole, j'en suis certaine. Vous voyez, que d'être isolée avec à fumer, enfin ça, c'est pas ça qui va lui rendre sa vie plus jolie. Et je pense qu'avec tout votre bon sens, votre sagesse, votre âge, votre position de grand-mère, elle va vous écouter. Là, vous êtes vraiment un personnage très très important dans la famille et pour elle en particulier. Ah ben oui, parce que j'ai vraiment avec elle. Elle était toute petite, on l'emmenait en vacances. Elle était toujours avec nous. Hein. Oui. Vous pourriez avoir un rendez-vous régulier, vous voyez, avec elle. Je vais voir, vous mettre d'accord avec elle en disant ça me ferait plaisir toutes les semaines. Voyez si elle est d'accord, mais parlez-lui de vous, parlez-lui de votre envie d'être un peu plus en contact avec elle, de la voir plus régulièrement. Vous en pensez quoi? Vous le sentez, ça? Oui, mais ce que je pourrais dire, c'est que comme ça, je peux lui dire, écoute, je peux voir mes arrières, parce que j'ai mes arrière-petits-enfants. Oui, en plus. Alors, et puis le faire à deux, enfin être avec elle dans la journée, si justement elle travaille pas et. Non, elle travaille pas.
Ce qui va lui faire du bien, là, Nicole, c'est avant d'aborder ce qui bien sûr vous soucie, mais de discuter avec elle, justement, très simplement, de comment elle voit la vie, comment elle vit sa vie, qu'elle, petit à petit, elle va se livrer à vous, et comme elle va mettre des mots sur ce qu'elle vit, elle va se sentir plus soulagée, plus à l'aise, et peut-être que vous pourriez, de façon un peu habile, l'amener à consulter un thérapeute, à s'occuper un peu d'elle. Oui. Hein? Ah oui, parce que là, elle me tient en souci. Hein. Ah ben oui, et puis si vous êtes en souci loin d'elle, en y pensant mais sans agir, le souci, il prend toute la place. Donc ce qui va vous faire du bien aussi, c'est de justement d'être dans l'action, de prendre la décision d'aller la voir, de prendre un peu de temps avec elle, de recréer du lien comme ça. Dites-vous que c'est une petite fille qui a du mal à grandir. Elle a beau être une jeune femme et maman, mais quelquefois on a beau être un adulte, on reste aussi un peu un enfant, et que votre petite fille traverse peut-être et après sa séparation une période difficile, et qu'elle sera heureuse de trouver sa grand-mère à ses côtés. Ça, j'en suis très certaine. Ah oui, parce qu'elle dit maintenant que je suis libre, elle ressort, elle va en boîte tous les week-ends. Hein, et elle dit je suis belle, je suis maigre, mais je suis belle. Vous voyez, elle se met en valeur. Oui. Mais elle se met en danger aussi. Et voilà. Ouais. Écoutez, prenez un peu de temps avec elle, et puis même à vous, ça va vous soulager de vos soucis, et vous sentirez plus dans l'action à ses côtés, et plus utile que de ruminer, chez vous loin, le souci que vous avez d'elle. Et là, une fois que vous serez en contact avec elle, vous verrez comment ça se passe. Au besoin, vous me rappelez. D'accord. Hein? D'accord. Bon courage à vous, Nicole. Merci. Allez, bonne nuit. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir Rika. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Je vous appelle ce soir parce que j'ai un petit souci. Oui. En fait, j'ai 32 ans, et il y a 10 ans de ça, j'avais 22 ans, j'ai rencontré mon mari qui en avait 52. Oui. De cette union est née une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans. Oui. Et j'ai perdu mon mari en janvier 2013. Oui. Oui, d'un cancer, une néoplasie pulmonaire. Donc, je l'ai accompagné jusqu'au bout à la maison. Oui. Et après, donc, je ne supportais plus, donc on a préféré le remettre à l'hôpital, d'où il est mort là-bas. Maintenant, le petit souci que j'ai, c'est que pendant ces 10 ans, je ressens de la haine. Et je ressens toujours, de la haine, et je ressens aussi du regret, de l'amour, et il y a plusieurs choses qui sont confuses. Oui, c'est confus. Là. La haine de quoi, Rika? La haine parce que je suis tombée sur un de ses papiers, dans un carton quand il est mort. Oui. Il avait déjà un début d'emphysème, en fait, sur le poumon en 1990, quand il était encore marié. Donc, quand il vous a connu, c'est ça que vous voulez dire? Non, il était déjà... Oui, en 90, lui, il était déjà marié, mais il a divorcé en 97. Ah, d'accord. Ensuite, il a fait sa vie avec une autre femme, mais qui n'était pas mariée. Oui. Et ensuite, en 2005, fin 2004, début 2005, nous nous sommes rencontrés. D'accord. Oui, j'avais pas les dates en tête. Oui, je comprends. Donc, quand vous dites j'ai la haine, c'est que vous avez le sentiment qu'il vous a caché, enfin, plus que le sentiment, il vous aurait caché sa maladie. Exactement. Et vous aurez... je suis tombée sur ce papier. Donc, j'ai ouvert ce papier, et depuis 1990, il a un problème au poumon. En sachant qu'on s'est mis ensemble donc en 2005, il aurait pu m'en parler, parce que moi, je lui ai parlé déjà de mes problèmes de santé que j'avais à l'époque aussi, des problèmes rénals. Et donc voilà, donc je sens un peu la haine. Et vous l'avez découvert quand, ce document? Très récemment, là? Non, je l'ai découvert en janvier 2013, il est mort, et je l'ai
découvert en février, quand j'ai rangé. D'accord, un mois après. Et, Voilà. et ce soir, si vous appelez, quand vous dites qu'il y a une confusion, qu'est-ce qui a déclenché, vous voyez, le fait que ce soir, vous ayez envie d'en parler? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ce moment-là? Dans tout ça, c'est que je ne me comprends pas moi-même. Oui. J'ai des fois où il me manque énormément. J'ai des fois où il me manque pas vraiment. Oui. Et en sachant que quand il est mort en janvier 2013, au mois de février, il y a une maladie qui s'est déclenchée chez moi. Et je suis sous chimiothérapie aussi. Et j'ai que 32 ans. En sachant que j'ai aussi une petite fille de 9 ans qui a besoin de moi. Bien sûr. Et là, votre pronostic, enfin, vous êtes suivi, vous êtes dans quelque chose de grave pour vous, dans votre santé? Pour l'instant, oui, parce que ça fait donc depuis février 2013 que je suis sous traitement chimiothérapique. Et il y a des améliorations, ça se dégrade, les globules blancs qui veulent pas, et puis, etc. Donc on m'a fait arrêter de travailler. Oui. Donc je vis un peu dans la précarité avec votre enfant. Vous êtes entouré, vous avez des parents ou... Oui, j'ai mes parents, oui. Oui, et qui vous soutiennent. Par contre, oui, ma mère m'a beaucoup soutenue, on a beaucoup parlé. Ah, formidable. J'étais allée voir une psychologue pendant presque 2 ans. Oui. On est parlé. Oui. Un pédopsychiatre pour ma fille. On a tout pris en main. C'est bien, oui. Il y a des choses qu'elle a pu dire, il y a des choses que j'ai pu dire. Aujourd'hui, je me sens un peu perdue dans tout ça parce que j'ai l'impression d'avoir épousé un homme plus âgé que moi. Oui. Donc, c'est-à-dire 30 ans de plus que moi. Mais d'avoir privé ma fille de son père, maintenant. Comme si vous en étiez coupable, c'est ça? Oui, vous en sentez coupable de vos choix? Je m'en sens vraiment coupable, oui. Parce que c'est quand même assez dur, parce que je me bats quand même encore pour ma maladie à moi. Oui. Je n'ai pas encore fait mon deuil. Et j'ai ma fille qui est simplement juste magnifique, parce que chaque maman trouve son enfant magnifique. Bien sûr. C'est sûr. Oui. Mais voilà, donc pour moi, le psychologue m'a dit il faut faire votre travail vous-même maintenant. Il a dit je vous lâche pas dans la nature. Oula. Ah. Oui. Comment ça? J'ai vu donc lui il pensait que j'étais assez stable pour continuer ma vie maintenant, parce que j'ai 32 ans, je suis jeune, je peux refaire ma vie. Oui, mais ça n'empêche que vous puissiez avoir un lieu pour parler de ce qui vous soucie, de ce qui est compliqué pour vous. Exactement, donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines. J'ai repris contact avec le psychologue de la pneumologie où mon mari a été hospitalisé. Ah. Donc j'emmène ma fille régulièrement. Mais j'ai l'impression, Sophie, qu'ils ne me comprennent pas. Oui, alors, pardonnez-moi, Rika. Moi, juste ce qui m'interroge dans ce que vous venez de dire juste à l'instant, c'est d'aller, vous voyez, chercher le psychologue que, si je comprends bien, votre mari voyait en pneumologie. Oui. Ce qui est confus pour vous, Rika, c'est que dans l'histoire que vous me racontez, il y a plein de liens qui s'entrecroisent. Alors, bien sûr, on peut imaginer que vous souhaitiez, là où vous avez des repères, recréer un lieu, mais il y a à la fois quitter ces liens et en même temps les garder. Il y a comme une ambivalence ou une ambiguïté de position pour vous entre ces deux états, et vous l'avez très bien décrit quand vous dites voilà, par moments il manque énormément, par moments pas du tout, haine, amour, tout est un peu clivé comme ça, hein, blanc et noir. Et c'est réintroduire un peu de souplesse. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être pas le psychologue en pneumologie qui a soigné votre mari qui est le plus indiqué pour vous, qui devait tracer votre route et qui l'a tracée seul aujourd'hui, de fait. Oui. Alors il y a ça d'une part, et puis il y a d'autre part quand vous dites finalement je en veux, mais c'est comme si la maladie que vous avez déclenchée 1 mois après son départ, et ça sent, si vous voulez, quelque chose comme une espèce de tragique loyauté, une loyauté tragique qui vous relie à lui. Vous l'avez connu, il était malade, c'était caché, il part de sa maladie. 1 mois après vous tombez malade, comme quelque chose qui revient tout le temps, comme si vous pouviez pas vous dégager de quelque chose. C'est ça, oui. Hein? C'est ça. Ouais. Et j'aimerais tellement être bien. Je comprends, j'aimerais tellement. bien sûr. Et pourtant, quand je vais chez mes parents,
ils me disent tout le temps, s'ils me disent tu montres rien, t'es toujours forte, t'es toujours bien, t'es toujours... Alors, oui, il y a des moments où je craque et je ne peux pas en parler à ma mère parce que ma mère, on a appris là, il y a 2 semaines, elle a fait un scanner. Oui. Et on a appris il y a 2 semaines en fait qu'elle avait aussi déjà des métastases. Oui. Donc en disant que ma mère aussi elle est malade. Oui, vous voulez pas l'inquiéter, oui. Oui, mais je sais plus qui soutenir qui en fait. Qui doit soutenir qui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même l'histoire de votre maman qui était... Vous avez la radio allumée, Rika, dont j'entends un écho, non? Ah non, je pensais... Non, pardon. Non, apparemment, j'entends un écho. Mais voyez, même votre maman qui était un soutien, comme vous dites, je sais plus qui doit soutenir qui, vous perdez là un soutien fort pour vous qui doit vous déstabiliser et qui vous met aujourd'hui, parce que vous dites c'est très récent que vous avez appris la maladie de votre maman. Et donc ça c'est comme si, la maladie de votre maman redéclenche quelque chose en fait de terrible pour vous. Je pense que c'est ça, d'avoir peur de reperdre un être cher, en fait. Oui, aussi. Parce que ma mère, elle était quand même là parce qu'elle a déjà vécu des deuils aussi, ma mère. Et c'est vrai qu'elle était là pendant... j'étais chez elle pendant 3 mois après le décès de mon mari avec ma fille. Et je veux dire, elle était présente tous les jours. On avait un contact et tout. Maintenant aussi, mais maintenant qu'il y a tout ça, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur, oui. Écoutez, ce que je vous propose, Rika, c'est qu'on reste ensemble. Moi, je vais pas vous laisser comme ça. Oui, on arrive au journal de minuit, donc je vais vous laisser quelques instants pendant le journal. Bien. Vous restez bien en ligne, Quentin reste avec vous. Juste avant de vous quitter, je vous lis un SMS de Pascal qui dit qu'elle est très malade et qu'elle s'accroche et qu'elle lutte pour ses enfants. Donc on vous mettra en contact avec elle, veut bien parler avec vous, voilà. On y croit à la vie, courage, vous dit Pascal. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après le journal. Hein. À tout de suite, Rika. À tout de suite. Ouais, à tout de suite. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21. Vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 39-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Rika, vous êtes là ? Oui. Oui, bonsoir Rika. On était ensemble juste avant le journal de minuit et voilà, vous nous disiez combien vous étiez à la fois dans la confusion de vos sentiments, de vos émotions, mais également dans la douleur et la tristesse, à la fois d'avoir perdu votre époux il y a 18 mois, mais vous qui êtes tombé gravement malade en chimiothérapie un mois plus tard et aujourd'hui votre maman qui elle aussi est tombée gravement malade. Alors, il y a eu des SMS qui sont arrivés pour vous dans l'intervalle du journal. Il y a Brigitte qui dit recherchez un psy qui vous écoute et vous soutienne, un endroit où vous vous autoriserez à craquer, où vous n'aurez pas besoin de faire bonne figure. Parce que vous portez beaucoup de choses, Rika, toute seule. Oui. Ouais. Et puis Carole qui dit je vous conseille de lire Revivre de Guy Corneau. Elle a raison, Carole, c'est un très très beau livre où il raconte tout son trajet, la maladie. Carole qui vous souhaite beaucoup de force de vie et qui vous envoie la lumière de l'amitié d'une fidèle auditrice de la Libre Antenne.
C'est gentil. Mais Rika, c'est vrai que ça me paraît important pour vous que vous avez raison, c'est super de faire la démarche, effectivement, d'aller voir un psy. Je doute pas, bien sûr, du professionnalisme de celui, au service de pneumologie, mais c'est pour que vous ayez un lieu à vous et pas un lieu lié à la maladie de votre mari, vous-même qui êtes aujourd'hui malade. Vous voyez, ça crée pour vous un environnement qui reste toujours un environnement un peu mortifère, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Maintenant, j'aimerais juste passer un message au moins aux auditeurs. S'il y aurait quelqu'un, comme je vis un peu dans la précarité, en fait, comme je ne peux pas travailler actuellement, en fin de compte, quand il est décédé, il fallait donc aller aux pompes funèbres pour tout payer. Donc moi j'avais une assurance pour mon mari et donc j'ai pu payer uniquement les pompes funèbres, donc c'est-à-dire tout ce qui était cercueil, tout ça. Par contre, tout ce qui est cimetière, ma fille, elle m'a fait la réflexion à la Toussaint et elle m'a dit maman, tu sais, tout le monde a une maison. Alors j'ai dit oui, je sais, mais maman, on ne peut pas maintenant. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je n'ai toujours pas mis de pierre tombale. Voilà. C'est parce qu'il faut payer une concession, il faut payer la pierre tombale et tout ça. Et je ne sais vraiment pas où me renseigner pour voir si je peux avoir de l'aide pour ça. Donc s'il y a un auditeur ou une auditrice qui m'entendrait, qui peut vous donner un conseil qui s'y connaîtrait. D'accord. Au moins pour voir les démarches que je pourrais faire pour qu'on m'aide à le payer. Peut-être pas tout, je payerai une partie, mais c'est quand même énorme, une pierre tombale, c'est cher. Et tout ne suffisait pas. C'est important d'expliquer aussi à votre fille la vérité. Elle peut comprendre. Je lui ai expliqué déjà. Oui. Elle a compris. Oui, je comprends, Rika, que vous ayez ce souci. Oui. Le pire, c'est que dans tout ça, moi, je me retrouve un peu seule, quand même. Abandonnée, en fait. Oui. Avec un fort sentiment d'abandon, à la fois aussi par votre maman que vous ne voulez pas inquiéter, et par ce mari qui est parti. Oui, c'est ça. Alors, oui. J'ai l'impression que... Moi, j'ai l'impression qu'il m'a laissée, en fait, qu'il m'a abandonnée. Alors, il y a un auditeur qui envoie un message qui me semble très important pour vous, qui dit emphysème pulmonaire ne veut pas dire cancer, et que vous pouvez en parler à un médecin. Donc, quand il avait... vous avez découvert ce document, ça ne pronostiquait pas, vous voyez, une fin de vie telle que la sienne. Donc c'est important que vous de faire cette différence pour vous. Et puis également Margot qui rappelle que c'est normal que vous soyez en colère, ça fait partie du processus de deuil. Et Margot a raison, ce processus qui commence d'abord, je le rappelle, par le déni, puis souvent colère, chantage, et s'il m'avait pas laissé, et s'il m'avait prévenu de sa maladie, et si, voyez, vous êtes encore en tout début de processus, vient ensuite le chagrin et puis enfin l'acceptation. Donc c'est quelquefois, et ça dépend de chacun, un long parcours. Alors Margot vous dit, je vous souhaite le meilleur à vous et à votre petite fille, dit Margot. Oui. Oui. Le pire, c'est que je n'arrive même pas à... la Toussaint, c'était normal, puisque la petite, elle va faire la petite communion donc l'année prochaine. Donc tout ça, c'est un avancement en fait pour elle aussi, puisqu'elle entre dans la foi et elle sait aussi que on est une famille qui ont la foi et pratiquant. Donc dans tout ça, c'est un peu dur quoi. Et je me dis que je me tiens quand même à ma foi, quand même, je me tiens à quelque chose. Mais à force de se battre, Sophie, on devient... On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué et pas psychologiquement non plus, mais physiquement aussi. Et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir refaire sa vie un jour? Parce que moi, je ne me vois pas refaire. Bon, je suis pas voyante et je veux pas l'être, mais. C'est un temps, c'est du temps. Tout ça, Rika, c'est ce dont vous parlez là. Bien sûr, un jour viendra, mais pour vous aujourd'hui, il y a une urgence qui est l'urgence de prendre soin de vous, de prendre du temps, de pas être dans ce souci de toujours devant, mais d'être de plus en plus ancré dans le présent, ne serait-ce que pour vous soigner.
Ça me paraît très important. Et de tracer, quand on est, voilà, et qu'on a tant à porter comme vous, tous les jours, et ben, voilà, on dit à chaque jour suffit sa peine, et c'est jour après jour. Alors, je comprends et je sais bien, Rika, combien il y a des moments où, voilà, la vie pèse 3 tonnes et que c'est très très lourd. Mais souvent, on se rend compte que, voilà, ce sont comme des périodes, en fait. Et là, vous êtes dans une période difficile, douloureuse, qui ne préjuge pas de la suite, vous voyez. Mais comme on voit un peu tout en noir, on se dit bon, alors l'horizon est bouché. Alors il y a un gros nuage, il y a des très gros nuages, mais vous savez comment c'est dans le ciel. Il y a des très gros nuages et puis c'est parce qu'en fait on voit pas le soleil, il nous cache le soleil. Dans la vie c'est un peu pareil. Là vous êtes dans les nuages. Le soleil est là, il est bien sûr là, sinon on n'aurait pas de jour et de nuit et de lumière, mais vous ne l'apercevez pas parce qu'il y a des nuages qui sont bien réels dans votre vie et qui sont bien là. Et il faut du temps, il faut des saisons quelquefois, il faut le temps d'une saison pour que ça se dissipe, Rika. Et pas seul, et ne restez pas seul, ne prenez pas tout sur vos épaules. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui m'arrive est devenu un peu tabou en fait dans ma famille. Oui, donc vous êtes très isolée. Je pense qu'on en parlait beaucoup avant, mais maintenant on en parle moins. Et peut-être que j'accepte pas parce que de peur qu'on oublie. Je comprends, oui, parce que vous n'êtes pas, pour eux ça suffit, on en a peut-être assez parlé et c'est de l'histoire presque ancienne, mais vous êtes encore dans une phase très très forte du deuil et donc vous avez un passage encore qui est pas tout à fait là. Ça prendra un peu de temps, mais du coup, il faut vous trouver d'autres lieux et notamment des lieux thérapeutiques pour en parler. Alors, il y a un auditeur il y a Pascal et JP là qui répondent pour la concession, qui disent que pour une concession, c'est en mairie. Et c'est un tarif qui est gratuit les 5 premières années et après un tarif en fonction de la commune. Donc Pascal pourra vous envoyer quelque chose, Ricard, et on vous remettra en contact par l'intermédiaire de Quentin Orantène. Mais il faut vous renseigner pour une aide auprès de la commune. D'accord, ok. Et puis Natacha, que Dieu vous donne la force et qu'il vous protège, vous dit Natacha. Et oui, la foi est soutenante et importante pour vous, pour éclairer, pour être la petite lumière sur ce chemin. Mais franchement, Rika, ne restez pas seul. Effectivement, ceux qui ont été un soutien à un moment donné, c'est-à-dire votre famille, l'est un peu moins aujourd'hui. C'est pour ça que vous vous sentez un peu abandonné, seul. Là, et c'est important d'en trouver d'autres autour de vous et d'aller chercher des bons soutiens pour vous. Voilà, parce que en fin de compte, il était pas très apprécié en fait dans ma famille vu son âge. Ouais. Donc il était plus âgé que moi et comme il avait 30 ans de plus, mes parents n'étaient pas forcément d'accord, donc il y avait déjà une mauvaise ambiance quand on s'est mariés, donc tout ça. Alors vous savez comment c'est. Alors il y a des choses, oui, il a fait ça et ça, il a fait ça et ça, jusqu'à ce que j'ai tapé sur la table chez mes parents. J'ai dit maintenant c'est stop. J'ai dit maintenant vous arrêtez d'en parler. J'ai dit parce que moi, chaque fois que je viens ici, il dit vous arrêtez pas d'en parler, vous arrêtez pas de le rabaisser plus bas que terre, laissez-le. Alors il me dit oui mais tu prends sa défense. J'ai dit non, je ne prends pas sa défense. Il est ce qu'il était, mais laissez-le reposer maintenant en paix. Oui, les discussions continuent autour de lui de cette façon-là. Voilà, mais pas dans le bon sens. Pas dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Je pense que c'est plus tellement avec eux qu'il faut en parler, Rika. C'est important, d'aller en parler ailleurs. Et c'est d'autant plus important que maintenant votre maman est souffrante. Et donc pour vous, la vie vous dit d'aller chercher des soutiens ailleurs. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, Rika. Il va en falloir pour passer cette période-là qui est difficile. Et puis, je vous souhaite effectivement que les nuages puissent se dissiper et que le soleil revienne un peu dans votre vie. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Rika. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nuit, Rika. Bonne nuit. Alors
Alors Rika, si vous nous écoutez encore, il y a Solange qui rentrera en contact avec vous hors antenne, qui peut vous aider pour la pierre tombale de votre époux. Et puis également Joël qui vous dit: j'étais seule dans la précarité, j'ai même attendu la mort et j'ai guéri grâce à Dieu. Voilà, donnez mon téléphone à Erika, je vais avoir un travail et je l'aiderai. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté l'appel à l'aide de Rika. Vous êtes là, Mo? Oui. Oui, bonsoir, Mo. Bonsoir. Bienvenue dans la Libre Antenne. Merci. Alors, je ne sais pas de par quoi où je veux commencer. C'est ça, exactement. Oui. C'est la première fois déjà oui. c'est la première fois de ma vie que j'appelle à la radio comme ça. Radio, ouais, génial. Ouais. Ah bah écoutez, c'est la première fois de ma vie, ouais. Bah là, je suis très fière et très heureuse de vous y accueillir. C'est la première fois, j'ai 40 ans, voilà. Ouais. Depuis 99, j'ai commencé à suivre l'émission de Brigitte, voilà, mais j'arrive pas à la voir, je sais pas pourquoi, j'y pars peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. Et ben aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous appeler à vous. Bravo. Voilà. Oh là là, moi je salue votre courage, mon. Franchement, c'est la première fois de ma vie. J'ai pris mon courage, je lui ai dit attendez, je vais c'est excellent. Voilà. Ça s'appelle un baptême d'antenne, non? On va appeler ça comme ça. Peut-être, ouais. Les premières fois. Voilà, je souffre. Oui. J'ai personne à qui je confie mes problèmes. Voilà, déjà les problèmes du couple. Ça commence, les problèmes de couple, juste la première année de mariage, juste la naissance de mon petit. Oui. Et c'est pas la femme que je connais, voilà. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Vous voulez dire que, en fait, vous avez, dès le début de votre mariage, lors de la naissance de votre premier enfant, vous avez commencé à connaître des problèmes dans votre couple? Des problèmes, des graves problèmes, oui. Des graves problèmes. Des graves problèmes. Qu'est-ce que c'est vous voulez en parler? Un grave problème? J'aimerais bien de parler, mais comment je vais commencer aussi là. On s'entend pas. On s'entend pas, c'est comme, je sais pas, on est différent de tout. Oui. C'est une femme, elle est obsédée par l'argent déjà. La première des choses que je constate envers elle, elle est un peu maniaque. Oui. Obsédée par l'argent, mais le problème, elle est obsédée par l'argent, mais il fait rien du tout avec cet argent. Il le bloque à la banque, il le touche pas. C'est avec le temps aussi. Et il se renferme à la maison, il ne bouge pas. Ah, elle est voilà. Elle est peut-être un peu déprimée, non? Tout à fait, ouais, presque. Oui. Parce que, de toute façon, toute sa famille aussi, ils ont des problèmes. Oui. Des problèmes familiales. Comme il me voit, moi, au début, je croyais que c'est la jalousie, mais c'est avec le temps, j'ai découvert, c'est pas normal. Comme moi, je suis dans une famille, si vous voulez, artistique. Oui. Ouais, c'est toute la famille presque. Oui. Et je suis auteur-compositeur. Oui, j'anime un peu des soirées un peu partout. Là, lorsque je l'ai épousé, il m'a interdit, si vous voulez, la scène. Il m'a dit non, je croyais que c'est la jalousie, comme beaucoup de femmes aussi. Je lui ai dit, voilà, il n'y a pas de souci. Je ne chante pas, il n'y a pas de problème. J'ai diminué un peu, de temps en temps, dans des circonstances, franchement, je monte sur Paris parce que je suis au sud, là. J'anime un peu des soirées, mais c'est en cachette, je ne sais pas. Ah oui, c'est pas une vie, ça. Voilà, c'est pas une vie. Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Oui, ça marche pas avec elle. Toujours, ça marche pas avec elle. On s'entend pas. On s'entend pas sur tous les plans, ni moralement, ni physiquement. Rien du tout. Rien du tout. Bon. Au fur et à mesure, en 2010. Et qu'est-ce que vous comptez faire là? Donc, vous avez fait ce constat. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je suis resté par rapport à mes enfants. Oui, je comprends. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants avec elle. Oui, qui ont quel âge? 3 enfants. Le premier, elle a exactement 2 ans et demi. Le deuxième, elle a 9 ans. La petite fille, elle a
5 ans et demi, 6 ans, voilà. 6 ans exactement. Déjà, je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Le premier, c'est un accident, évidemment. Après, le deuxième et le troisième, me dit, voilà, pourquoi tu ne viens pas vers moi? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas des câlins? Je lui dis, tu le sais pourquoi? Il y a un grand changement vers toi. Et je ne peux pas. Il m'a dit, voilà, tiens, viens. Et il m'a dit, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je prends de la pilule, je fais ça. On n'a même pas... On n'a pas décidé... Maman, on va décider d'avoir des enfants. Et il m'a pigé sur ça déjà. C'est pas grave, j'ai assumé. Actuellement, je paye. Je suis resté à cause des enfants. Je souffre en silence. Ouais, elle travaille pas, votre femme? Elle travaille depuis la naissance du deuxième enfant et se met en maladie. Quand j'ai maternité, il se suit, voilà. Elle se met Vous en lui maladie. avez parlé d'aller éventuellement consulter quelqu'un, de se prendre un peu en main? Oui, je l'ai forcé. Il est en train de voir un psychologue. La première séance, la deuxième séance, il a dit, madame, vous êtes pas normal. Et il a dit, franchement, il faut y aller voir direct un psychiatre. Si vous me parlez comme ça. Il a dit, est-ce que je peux voir votre mari? Il m'a contacté. Je suis parti le voir. J'ai parlé avec lui. Franchement, il m'a dit, je n'arrive pas à comprendre votre femme. On a parlé de tout. Il m'a dit, c'est vrai qu'il est malade. Il m'a dit, il est malade, gravement malade. Je l'ai poussé. C'est pour ça que vous me disiez grave, d'accord. J'ai poussé ma femme à y aller voir. Elle arrive à s'occuper des enfants, à s'occuper de la famille ou pas? Elle s'occupe des enfants, mais pas dans le bon sens, si vous voulez. Voilà, il est maniaque, ça veut dire un petit, si elle renverse juste un verre de l'eau sur la table, il commence à crier. Je supporte pas cette situation. Je souffre. Les enfants, ils vont bien? Ils vont comment? Bon, ça va. Lorsqu'ils me voient aussi, c'est à la maison. Plusieurs fois, le petit, la dernière fois, ça fait, je me rappelle plus. Il m'a dit, papa, s'il te plaît, change-moi une maman. Il croyait qu'on peut changer la maman de suite. Il m'a fait rire. Oui, c'est mignon. Et est-ce que elle est allée consulter un psychiatre si vous y alliez avec elle? Et si vous y alliez ensemble? Non, il ne veut pas. Il m'a dit non, je suis pas folle, je suis pas malade, non. C'est sûr que présenté comme ça, elle n'a pas, voilà. J'ai regardé, j'ai vu une fois, ils ont parlé sur la 2, des gens qui ont une maladie ça veut dire une genre d'une maladie. Si vous lui dites que vous êtes malade, il va dire non, c'est vous qui êtes malade. Je ne comprends pas cette maladie, comment elle s'appelle. Voilà, c'est tous les gens qui sont obsédés par l'argent. Alors, pour l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que dès qu'il y a une pathologie un peu lourde, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, de dire, voilà, on va consulter un médecin sans lui dire, voilà. Et c'est sûr que si vous lui dites qu'elle est folle ou des mots comme ça va pas l'aider, mais peut-être qu'elle pourrait être prise mais en lorsqu'elle soin. parle avec des gens, on dirait qu'il est normal. Une fois qu'il est rentré à la maison, ou bien il était avec moi, ou bien il me voit par exemple, il y a comme il y a beaucoup de gens qui me connaissent, comme je suis un artiste, je compose des chansons et tout ça, il m'appelle et tout, il m'a dit, attends, pourquoi tu as parlé avec celui-là, pourquoi tu as parlé avec celle-là, je lui dis, attends, c'est mon métier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je Et comprends. il m'a forcé, j'ai arrêté tout ça, j'arrive même pas, même si je rentre sur Internet, j'ai abandonné, je sais pas comment je veux faire. Je souffre jusqu'en 2010. En 2010, j'ai été dans un parc, j'étais assis, j'ai pris une feuille, je suis en train de composer une chanson, j'ai commencé à écrire seul. D'un seul coup, j'ai entendu une voix d'une femme qui commence à appeler son fils, plutôt sa fille. Franchement, il me plaît le nom de la jeune fille. Il l'appelle avec son nom. C'est là la chanson que je compose. Il faut que je parle, je vais écrire le nom d'une personne. J'ai écrit le nom de cette fille. Voilà, dans la chanson. Comme je l'ai trouvé, franchement, il ressemble, il est bien. Je l'ai regardé comme ça, juste nos yeux sont croisés. Et du coup, il est venu, bonjour madame, bonjour monsieur, voilà, on discute,
Voilà, c'est ma fille, voilà, on discute. Après le lendemain, on s'est vu, le même endroit. Et on échange nos téléphones. Ouais. Et là, ça commence doucement, ça y est. Eh ben, je suis fou amoureux d'elle. Fou amoureux d'elle. Donc ça fait presque 5 ans. 5 ans, c'est ma maîtresse. Depuis 5 ans. En quelque sorte, depuis 5 ans. Il est marié, 3 enfants. Et ben, pourquoi franchement, il a envie de faire l'aventure avec moi, parce que je lui dis, voilà, vous êtes marié, pourquoi vous faites tout ça, pourquoi Il m'a dit, voilà, c'est mon mari, j'ai des problèmes avec lui, il n'est pas fidèle, je l'ai rattrapé plusieurs fois sur Internet, machin, il parle avec des femmes, son téléphone, j'ai trouvé des SMS et tout ça. Et ben, depuis 5 ans, on est ensemble. Et ben, je lui dis, franchement, voilà, prenez votre décision, vous divorcez, moi je divorce, on va se mettre ensemble. Et je ne sais pas qu'est-ce qui le bloque, elle aussi. Elle souffre en silence, mais je sais qu'elle m'aime. Moi, franchement. Vous continuez à vous voir là ou pas? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on s'est vu. D'accord. Et vous pensez, vous aujourd'hui, en fait, ce qui vous fait le plus souffrir, c'est de vous dire, j'ai envie de construire un avenir avec cette femme, et donc que chacun divorce et que vous vous reconstruisiez une vie, et vous voyez pas comment. C'est ça aujourd'hui qui vous soucie? C'est ça, tout à fait, ouais. Oui. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Je sais pas. Et alors, quand vous dites je sais pas, c'est je sais pas par quel bout prendre ça, ou je sais pas si c'est un bon choix. Il est où le je sais pas? Voilà, tout à fait, ouais. Je sais pas si c'est un bon choix déjà. Oui. À cause d'elle ou plutôt à cause de vos enfants? Qu'est-ce qui vous retient là dans le choix? Non, pas mes enfants. Mes enfants déjà. Parce que vous pourriez avoir une garde, surtout si votre femme va pas trop bien. Enfin, vous voyez, peut-être que c'est vous qui allez vous occuper des enfants, en fait, hein, dans l'histoire. Si votre femme doit être soignée, on ne sait pas, mais. C'est ça, ouais. Le problème, c'est celle-là. C'est elle plutôt. C'est ma maîtresse, là où je trouve des difficultés en ce moment. Comme je suis fou amoureux d'elle, là, un petit de 2 ans et demi maintenant, là. D'habitude, on s'envoie 2 fois par semaine. C'est devenu, c'est une habitude. Des fois, je reste avec elle toute la journée au téléphone. Oui. Toute la journée. Toute la journée, du matin au soir. Oui. Et on raconte tout. J'arrête pas de supporter son absence. Ça me tue. Plusieurs fois, je l'appelle. Il me dit voilà, il y a mon fils. Mais elle, du coup, comment elle le vit ça toute la journée au téléphone? Elle vous dit pas, elle a pas besoin de prendre un peu de distance? C'est pas un peu trop pour elle tout ça? Non, pas du tout. D'accord. Ça lui va aussi. Oui. D'accord. Et elle, en fait, c'est aussi, j'imagine, à cause de ses enfants, qu'elle veut pas passer le pas. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Vous dites... c'est ça. Non, parce que son mari aussi, il s'est marié avec elle en 94. Oui. Il était jeune, c'est une jeune fille, elle a 19 ans, je crois. Il n'a même pas laissé de faire une formation, rien du tout. Enfin, c'est une femme exceptionnelle. Je le trouve intelligente et tout. Il ne manque rien du tout. Et elle est bien éduquée. Jusqu'à là maintenant, actuellement, il a 36 ans, 37 ans. Voilà, 37 ans exactement. Son mari, ils ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble. Son mari, il a dit, voilà, on vit comme ça. C'est avec le temps, après ils ont un petit ligné prématuré, ça veut dire après il est devenu, je sais pas, il est handicapé un peu, il n'entend pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Il touche un peu d'argent, ils ont fait un couple isolé, si vous voulez, alors il gagne un peu d'argent dessus, il a acheté 2 maisons, alors... Elle n'est pas mariée avec lui. Maintenant, il m'a dit, je souffre.
j'ai souffert pour avoir tout ça. Il m'a dit maintenant, j'ai peur. Il y a une sécurité. Elle a peur. Et vous êtes un artiste. Et donc, en fait, j'essaye de comprendre dans ce que vous me dites, c'est que elle, en fait, elle est un peu inquiète pour élever ses enfants dans une certaine sécurité. Et que vous êtes un artiste. Donc, elle a du mal à se projeter dans un avenir avec vous. Non, c'est pas ça. Elle m'a dit, je veux pas perdre tout ce que la construit sur mon dos. Ça veut dire que c'est elle qui a vraiment la souffert pour avoir des maisons qu'ils ont achetées là. Mais c'est lui qui les a achetées sur son nom. Mais avant le mariage. Oui, alors c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire demain c'est le divorce, il n'a pas le droit d'avoir. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Jusqu'en 2009, plutôt en 2010, lorsque je l'ai connu, on parle, je lui ai dit non. Maintenant, tu lui dis, voilà, soit on va se marier, soit vous vous séparez. Oui, mais alors... Après, il a accepté. Voilà. Et du coup, ils sont mariés, d'accord. Ils sont mariés. Il a acheté un appartement. Alors, ça veut dire un appartement à deux. Oui, mais vous savez bien, vous savez bien qu'en fait, il se trouve que, ça dépend. Qu'est-ce qu'elle souhaite? C'est pas très clair. Vous voyez ce qu'elle souhaite. Et vous non plus. Vous êtes chacun comme en miroir l'un de l'autre. À la fois, bien sûr, vous dites voilà, on s'aime à la folie, on s'adore, mais aucun des deux n'est vraiment clair sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Oui, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, mais elle m'a dit j'aimerais bien de divorcer, mais pas de suite. Elle m'a dit, oui, mais je veux le beurre. Oui, mais c'est je veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Enfin, je vous dis une banalité, mais à partir du moment où, qu'est-ce qu'elle choisit? Soit vous restez, soit vous arrivez à vous trouver un petit oasis là tous les deux dans votre relation, soit vous faites un véritable projet ensemble et vous le construisez et il y aura des conséquences. De toute façon, vous voyez bien que il n'y a pas de situation parfaite ni pour l'un ni pour l'autre. Si vous faites demain un projet de vie commune et ensemble, en y intégrant bien sûr vos enfants, l'éducation de vos enfants et de faire en sorte que tout ça se passe bien, et ça peut quand même, il y a des histoires de séparation qui peuvent bien se passer, mais pour ça, il faut pouvoir le construire. Mais on peut pas vouloir garder une situation et en même temps faire un projet dans cette situation. Oui, c'est vrai, mais le problème actuellement, je sais pas si je veux continuer avec elle et je peux pas me séparer d'elle, c'est impossible. Je vois pas la séparation avec elle. Et elle voit ça comment, elle? Quand vous lui dites ça? Oui, elle aussi, on a la même vision, pareil. Déjà la dernière fois, il est parti son mari en vacances de 25 jours, et 25 jours, j'ai pas sorti de chez elle. 25 jours, ça veut dire jour et nuit. Je suis resté dans sa chambre. Et plusieurs fois, il appelle le soir, il me trouve, je suis à la maison, il ne sait pas. Et votre femme, comment vous avez fait les 25 jours? Ma femme, je lui ai dit, voilà, je vais y aller en déplacement. Ouais, comme je travaille ça ne peut pas tellement continuer comme ça, votre histoire. Et voilà, c'est ça le problème. Et là, je souffre aussi avec elle. Parce qu'elle ne prend pas de décision? Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à prendre une décision. Sauf si elle arrive à se projeter, à ce moment-là, peut-être que vous pouvez l'aider à essayer de la sécuriser. C'est important que vous lui fassiez comprendre que choisir, c'est renoncer. Vous pouvez le lui dire. Donc, si elle fait un choix qui est vous et vivre avec vous, elle renoncera à cette vie qu'elle a aujourd'hui, mais ce sera une autre vie. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est différent et qu'il y a rien de parfait. Donc il y aura une vie qui peut mieux lui convenir, même si elle est un peu moins confortable matériellement. Mais voilà, qu'est-ce qui vaut mieux? À un moment donné, un choix se fait en conséquence par rapport à ce qu'on vit. Alors, essayez de parler avec elle. Peut-être qu'elle a besoin d'être rassurée, ce qui lui permettrait de faire ce choix. Je l'ai assuré. Vous l'avez assuré. Il n'y a pas de souci. Et vous sentez prêt à vous occuper à la fois de vos enfants, de ses enfants à elle? Tout à fait, ouais, je suis prêt, ouais. Ouais, je suis prêt à faire le bonheur,
dans les deux côtés. Ses enfants, ils me connaissent, ils m'adorent. Je sais pas, j'ai pas trouvé de problème de ce genre-là. Là, vous, votre problème finalement, dans ce que vous me racontez, si je comprends, c'est plus de réussir à la convaincre, à faire un projet commun avec vous. C'est celui-là le plus gros souci que vous avez aujourd'hui. Voilà, elle prend sa décision. J'aimerais bien qu'elle prenne sa décision. Il me dit, mais vous n'êtes pas à sa place et surtout, c'est pas vous qui allez la pousser parce qu'elle pourrait un jour vous reprocher d'avoir pris la décision à sa place. Donc soyez très prudent. Oui, soyez prudent là, parce que si vous commencez à la pousser à décider, un jour, elle va peut-être décider effectivement d'être avec vous, mais elle pourra être tout aussi amenée à vous la reprocher. Donc c'est l'inversement. Vous allez lui laisser les rênes. Dites-lui que vous lui faites confiance pour décider au mieux, pour vous deux, pour elle, et que vous en prendrez les conséquences. Et puis faites un peu retraite, mettez un peu de distance. Je sais que c'est difficile, vous me dites voilà, je peux pas vivre sans elle, mais quelquefois il faut créer un peu le manque chez l'autre. Je sais pas, aller faire un tour, aller faire autre chose, occupez-vous de vos enfants. C'est vrai, on est tous tombés amoureux, mais cette fois-ci, franchement, Oui, mais ça a l'air très, très, très fusionnel, ce que vous me racontez, et c'est un peu dangereux pour un couple de se construire sur cette base-là. Oui, tout ce que j'ai passé avec ma femme, là, pendant 10 ans, j'ai même pas vécu un jour de bonheur avec elle, et je l'ai trouvé avec celle-là. Oui, je comprends, mais ça fait 5 ans que vous êtes en relation avec cette femme, donc... Excusez-moi. Oui. Ma maîtresse déjà m'a dit franchement vous donnez trop. Oui, bah oui. Elle dit, lorsque vous donnez trop. Oui, c'est un peu trop. Je suis un artiste, n'oubliez pas. C'est vrai, c'est ça. Oui. Des fois, je suis très très sensible. J'aime les gens, j'aime rendre les gens heureux. Oui, mais faites attention. Même si j'ai des problèmes moi. Oui, mais faites attention à vous. Faites attention à vous. Vous risquez de la perdre si vous êtes trop. Oh là là. Et vous pouvez apprendre, vous savez, un artiste, vous avez raison, voilà, on peut être très extraverti, très dans l'émotion, très dans les sentiments, mais c'est aussi quelque chose qu'on met dans son art, parce que l'art, ça sert à sublimer tout ce qu'on a en soi, donc votre art est là pour vous aider, voyez, à travailler ça, à le mettre en œuvre dans vos chansons, dans votre musique, mais faites attention, parce que là, vous êtes avec une autre personne, quelqu'un d'autre qui est en train de vous dire, si c'est trop, vous allez créer à un moment donné, ça va l'étouffer. Vous allez être trop pressant sur sa décision et vous risquez de perdre la femme que vous aimez. Et vous, ça peut au contraire nourrir votre création de prendre un peu de distance. Donc ça me paraît important, même pour vous, d'être un peu en distance et de recréer un peu de désir. C'est comme ça qu'elle saura ce qu'elle a à faire et ce qui est le mieux pour vous, pour elle, pour ses enfants. Si vous êtes là tout le temps collé et au téléphone toute la journée, elle n'a pas accès à sa pensée. On a besoin d'être quelquefois un peu dans une solitude personnelle ou intérieure pour accéder à sa pensée. Et là, c'est compliqué avec vous tout le temps présent. Donc occupez-vous là, justement c'est une période très bien, vous allez créer des chansons, penser à elle, vous pouvez être avec elle en pensée, dans votre cœur, sans la voir tout le temps. J'arrête pas de penser à elle. Écrivez, faites des jolies chansons d'amour. Je composais à chaque fois que je le vois, faites attention à vous, à cette relation, vous y tenez. Et il y a beaucoup de manque, vous voyez, il y a du trop et du manque. Il y a quelque chose, juste à rééquilibrer. Un petit réglage, peut-être pas grand-chose, mais ça va vous donner un peu plus de paix en vous-même, de légèreté. Sinon, vous êtes dans l'anxiété tout le temps de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va prendre une décision. C'est ça. Et ça risque de faire exploser en vol votre couple, ce serait dommage. Ça fait 5 ans, c'est une longue histoire déjà. Même si elle reste par exemple 2 heures et ne m'appelle pas, je lui dis qu'est-ce qu'il fait maintenant, il est où, là, je pose des questions, tas de questions. Oui, mais vous allez finir par l'étouffer. Ouais, c'est ça. Et un jour, elle est contente. Au contraire, si justement vous faites un peu, là vous êtes presque comme une drogue, vous voyez, l'amour ça peut être une drogue. Ouais, c'est une drogue, C'est presque sous perfusion. Mais quand on est là-dedans, c'est aussi, ça parle de vous, du manque. Quand vous avez raison, vous me dites j'ai tellement manqué, j'ai manqué avec ma femme, j'ai manqué tellement, je suis tellement heureux de tout ce que j'ai aujourd'hui. On peut le comprendre, mais attention, trop c'est toujours trop. Donc, ce trop-là,
faites-en quelque chose dans votre art. Dites-vous, ok, et puis vous savez, un peu comme la cigarette, dire bon, maintenant j'allumerai celle-là que dans 2 heures, que dans 3 heures, que dans 4 heures. Le SMS, l'appel, ce sera dans 3 heures, dans 4 heures. Comme un rendez-vous. Dites-vous, je vais créer un rendez-vous imaginaire avec elle. À telle heure j'appelle, par exemple. Et lâchez-la. Laissez-lui un peu d'espace. Imaginez une fleur dans un jardin. Si vous plantez plein de trucs autour, elle va étouffer votre jolie fleur. Tout à fait, ouais. C'est une jolie fleur, votre tendre amie, là. Donc l'étouffez pas. Elle va manquer d'air, elle va pas s'épanouir. Pensez à la fleur. Vous qui êtes un artiste et un poète, pensez à la fleur. D'accord ? Je vous remercie pour votre conseil. Franchement, ouais, c'est vrai. Bonne nuit à vous. Et faites des belles chansons. Écrivez des belles chansons. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne nuit, Mo. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Mais merci. Oui. Voilà, donc, comme on m'a demandé, il faut que je vienne à l'essentiel de suite. Oui, je suis un peu désolée, c'est que je disais à Quentin, mais il nous reste plus que 8 minutes pour le pauvre Jean-Michel. Voilà, donc je prenais des précautions pour vous en me disant, c'est toujours délicat, voilà, quand on est comme ça en fin d'émission. Je rappellerai peut-être. Bon, dites-moi, voilà. Qu'est-ce qui vous amène Suite à un passage il y a quelque temps. Oui. Voilà, et je m'aperçois que les histoires se répètent dans ma vie. Voilà. Les histoires, les scénarios, comme on dit, les scénarios de vie. Maintenant, ce qu'a parlé différents auditeurs. Oui. Maintenant, moi je sais pourquoi les histoires se répètent dans ma vie. Ah, ça c'est déjà extra, oui. Je fais une psychothérapie depuis pratiquement 1 an. Oui. Sur ça. Oui. Maintenant, je me demande, même en faisant une psychothérapie là-dessus, pourquoi les histoires se répètent. Pour qu'on s'en détache, Jean-Michel. Oui. Pour qu'on s'en détache. C'est-à-dire que l'histoire, elle repasse le plat. Vous voyez, c'est t'en manges encore un peu, t'en veux encore un peu, t'es sûr que t'en veux plus. Mais Sophie, ça fait plus de 30 ans que j'en mange, ça. Et oui, et jusqu'au jour où tout d'un coup, on dit maintenant, stop, ça suffit. Mais c'est pour ça. De dire stop. Ah oui, ça fait 1 an, vous me dites que vous êtes en thérapie. Oui, pas 1 an, pas 1 an. C'est pas énorme. 6-7 mois. Pour 30 ans de scénarios, de choses, si vous voulez, qui se répètent dans une vie. J'ai 47 ans. Bon, on change pas le système comme ça. Vous voyez, petit à petit, parce que notre inconscient et la façon dont on est fait, c'est très très compliqué le changement. Si c'était consciemment ces histoires, je le ferais pas. Oui, bien sûr. Bien d'accord. On est bien d'accord. Alors quand ça remonte, c'est inconsciemment que je le fais. Bien sûr. Je viens de subir une rupture ce week-end. Oui. Où je culpabilise et ça fait pratiquement 1 semaine que je me renferme chez moi. Point. Et là, qu'est-ce qui se répète, par exemple? La même histoire qui s'est passée dans ma vie avec des femmes, voilà. Où les femmes sont violentes, où les femmes sont la même maladie que moi, mais dans le déni. Je ne le cache pas, je suis malade dépendant alcoolique. Oui. Maintenant, moi, je ne le cache pas. Oui. C'est un problème que je sais de quoi je parle. Je suis suivi pour ça. Oui. Maintenant, j'ai eu une compagne jusqu'à dimanche qui est dans le déni. Oui. Donc, contrairement à moi, j'en parle ouvertement. Je sais que j'ai un problème avec ça. Oui. Donc, elle le cache. Elle me reproche que je la fais boire. Non, personne. Non. C'est que vous connaissez bien le sujet, en fait. Donc, je pense connaître assez bien le sujet là-dessus. Elle a peut-être pas été par hasard sur votre chemin, cette femme-là, à ce moment-là. On s'est rencontrés bizarrement il y a à peine 1 an dans un milieu psychiatrique, voilà. Donc moi, et tout bizarrement, on s'est revus il y a à peu près 8 mois dans à côté de Tours, dans un abri de bus, voilà. Oui. Moi, dans mes idées, après j'ai été violé il y a 1 an par un homme, point. Donc moi, j'avais pas l'idée de refaire ma vie ou d'avoir une vie sentimentale. Oui. C'était hors de mes propos, hors de mes sujets. Maintenant, cette femme-là s'est immiscée plus ou moins dans ma vie, quoi.
Donc maintenant, je suis, un peu dégoûté de la jante féminine. Voilà. Sur une femme, mais vous êtes... Non, il n'y a pas c'est pas qu'une femme, c'est pas qu'une femme. C'est pas qu'une femme. Ça n'est... Il y a quelque chose en tout cas qui vous met vous en échec, et donc quand on est souvent en échec pour la même raison ou au même endroit avec les mêmes personnes, on finit, comme vous dites, par être dégoûté. Les femmes disent la même chose quand elles ont vécu plein d'histoires d'amour malheureuses, elles disent je suis dégoûtée des hommes. Vous voyez, donc souvent quand on vit comme ça des choses sur lesquelles on finit par se confronter tout le temps à ces mêmes histoires. Ce qui serait peut-être intéressant, Jean-Michel, et je comprends que vous travaillez là en psychothérapie sur le sujet de l'alcool, c'est de travailler en parallèle l'amour, enfin la relation à la femme, parce que, et vous le savez comme moi, c'est que la dépendance à l'alcool est aussi quelque chose à voir avec une dépendance affective, vous voyez, comme un doudou, comme quelque chose qui tient chaud au cœur. Tout à fait. On est bien d'accord. Et donc comme, quand on est un peu comme vous, l'amour c'est un vrai sujet, c'est très très important pour vous. Vous voyez, aussi important qu'a pu l'être à un moment donné l'amour de la boisson qui vous tenait chaud au cœur et qui vous oubliait des soucis. Et donc vous rencontrez aussi du coup des gens qui vous ressemblent, pour qui l'amour c'est si important. Donc vous croisez sur votre route, quelquefois quand on est et c'est des j'ai envie de dire aussi des profils extrêmement touchants parce qu'à vif, à fleur de peau, sentimentaux. Donc il y a plein de belles choses. Vous voyez, la vie c'est pas blanc et noir, il y a pas c'est mal, c'est bien. C'est comme ça, et ça dit aussi beaucoup de jolies choses de vous. Mais pourquoi je répète sans cesse les mêmes histoires ? Pour les lâcher, pour vous y confronter, pour les lâcher, pour un jour dire non, cette fois-ci, c'est bon, j'en ai fait le tour, j'ai plus envie de ça. J'ai même plus envie. Vous voulez dire de rencontrer quelqu'un d'autre ? Ouais, tout à fait, je crois. Ouais. Parce que vous commencez à en avoir peur que ce scénario-là se répète. C'est pour ça que vous en avez plus envie. Donc vous êtes mûr pour justement autre chose. Mais pour ça, il faut un petit temps. Il faut un temps d'arrêt. Il faut un creux de vague. Vous y êtes là dans le creux. Donc restez-y un peu de temps. Ne remplissez pas tout de suite. Non mais c'est comme un verre. Vous voyez ? Ça va faire une semaine que je suis pratiquement renfermé chez moi. Alors, voyez des amis. Ce sera peut-être pas une compagne, peut-être pas. Très peu, malheureusement. Oui, je sais pas où. J'ai pas d'amis, j'en avais 2, malheureusement en 2013. Mais dans les activités, vous avez des activités ? Vous faites des activités ? Ou vous avez un métier, ou je sais pas, quelle est votre vie quotidienne ? Non, je n'ai pas d'activité, non. Mais vous en trouvez une. Il y a une association, quelque chose, une activité, quelque chose dans laquelle vous puissiez mettre votre énergie. Par contre, tout à l'heure, Nadine m'a beaucoup touché dans son témoignage, voilà. Oui. Donc vous pouvez lui contacter mon numéro de téléphone. Bien sûr, d'accord. Et vous savez, Jean-Michel, ce qui est important, c'est de ne pas remplir ce vide que vous ressentez en vous de tout et n'importe quoi. Je me permets de vous dire, vous voyez, et en l'occurrence, vous voyez d'alcool ou d'amour, mais de quelque chose de bon pour vous. Et ça va être ça votre objectif, Jean-Michel, c'est d'aller chercher du bon, du tendre, du doux, et donc de la relation. Juste de la relation qui va vous nourrir. Jean-Michel, rappelez-nous si vous voulez. Ouais. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Et vous êtes sur la bonne voie. J'espère. J'en doute pas. Inch'Allah. Tout est normal, rassurez-vous. Inch'Allah. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci Sophie. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. On se retrouve vendredi prochain.